Pourquoi Justement, répudier une femme violée? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette femme? c'est une forme de stigmatisation, parce que ça renvoie en fait un peu à l'idée pour la victime que l'opprobre et l'humiliation est du côté de la victime et non des agresseurs. C'est une manière aussi de dire à la victime, ce qui s'est passé, c'est peut-être de ta faute. C'est ça aussi, il faut voir tout ça dans la répudiation, et puis il y a le sentiment de honte. On a touché ma femme, la suite est, dans les cas vraiment les plus graves, elle est enceinte, et dans les cas encore plus graves, elle a le VIH ou le sida maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur Global Africa Télé Sud et 3 en 1 Afrique. Le viol comme arme de guerre dans l'est de la RDC, un défi humanitaire et judiciaire urgent, mesdames, messieurs. Les violences sexuelles demeurent une tragédie majeure en Afrique, notamment dans les pays en conflit, comme le Soudan, la République centrafricaine ou la RDC, où on en parle actuellement. Le viol des femmes devient donc une tactique de guerre, parfois une arme de nettoyage ethnique, dans un climat d'impunité et de silence. Selon l'UNICEF, 79 millions de femmes et de mineurs ont été victimes de violences sexuelles en Afrique subsaharienne. En RDC, à Goma, le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge, donne le nombre de violences sexuelles qui a augmenté de 90% par rapport à 2023, passant de 7 500 incidents à environ 15 000 cette année, dont des viols collectifs, donc des chiffres alarmants. Mesdames, Messieurs, donc quel suivi, quel recours pour les femmes dans l'Est, dans l'RDC? L'urgence est donc à une mobilisation internationale pour protéger les populations vulnérables, pour poursuivre les responsables de ces crimes et un soutien adéquat aux survivantes. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue sur Global Africa Télé Sud et 3 en 1 Afrique pour cette émission. Je suis Carmen Févillier et je reçois avec beaucoup de plaisir pour ce sujet grave Maître Tania Chembo, avocat au barreau de Senlis à Paris. Maître Tania Chembo, originaire de la RDC. Bonjour Maître, bienvenue. Merci Carmen. Alors Maître, sujet grave aujourd'hui pour parler de la situation des femmes en RDC. Grave et d'actualité. On parle beaucoup de politique, mais on oublie les femmes qui sont victimes justement des politiques. On va commencer, Maître Chembo, par le contexte justement. On va parler d'abord du contexte et de l'ampleur du phénomène. Ensuite, je vous poserai des questions au sujet de la prise en charge des victimes. Oui. Quel est l'accompagnement de ces femmes violées? Également, nous parlerons du rôle de l'État et de la communauté internationale, puisqu'il est urgent de faire quelque chose pour ces femmes-là. Et enfin, si on a le temps, on parlera des témoignages et des perspectives d'avenir, et ensuite, sur le plan général de la sensibilisation et des changements de mentalité, notamment en RDC, d'où vous venez, Maître Chembo. Effectivement. Alors, encore une fois, Maître Chembo, bienvenue. Merci. Dans quel contexte et quelle ampleur du phénomène? D'abord, qu'est-ce que le viol, arme de guerre? Alors le viol à arme de guerre, en réalité, ça regroupe le viol, mais également toutes les violences sexuelles. Donc vous allez avoir les agressions sexuelles, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée. Donc c'est tout un ensemble qui va être utilisé dans un contexte de conflit armé ou de guerre. Ou de guerre, conflit armé ou de guerre. Dans le cas de la RDC, donc quelle est l'ampleur de ce recours au viol? Alors, pourquoi? En 2019, on avait chiffré à peu près 200 000 personnes victimes de violences sexuelles et 250 000 victimes de viol. D'accord. Donc ce chiffre a augmenté. Ce chiffre a augmenté, comme je l'ai dit. Ce chiffre a augmenté malheureusement. À 15 000 cette année. Oui. Selon le CICR.
Et ce sont des chiffres vraiment approximatifs, puisque je pense qu'au fur et à mesure de notre échange, vous allez vous rendre compte que les victimes ne se signalent pas instinctivement. Instinctivement. Voilà. Donc ce chiffre, il est vraiment minoré. Et souvent, il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Donc c'est une arme de guerre. Une arme de guerre. Pourquoi une arme de guerre? Parce que lorsque vous êtes victime de violences sexuelles, lorsque vous êtes victime de viol, l'idée de la personne qui commet ce crime, c'est de détruire l'individu et de le terroriser. Donc quand une personne arrive dans tout un village et viole publiquement toutes les filles du village, c'est un traumatisme. Quand vous avez des soldats qui arrivent dans une maison et qui voient qu'il y a une femme et une fillette et qui violent la femme et la fillette en présence du père de famille, afin de diminuer le père de famille, puisque quand on touche à la femme d'un homme, c'est le diminuer en quelque sorte, c'est de lui enlever sa gloire, comme on dit chez nous. Sa puissance. Sa puissance et le minorer. Et, son autorité, son honneur. C'est ça, donc vous avez des conséquences qui sont terribles. Quand on vient, on vous mutile, il y a des mutilations génitales, donc des cas où on a tiré des balles dans les parties intimes, où on a mis des couteaux dans les parties intimes, où on éventre des femmes enceintes. Tout cela, il n'y a pas de plaisir sexuel là-dedans, qu'on se le dise très bien. Il n'y a aucun plaisir sexuel, c'est une arme de guerre pour terroriser et pour déstabiliser et détruire l'individu. D'accord, et donc il y a des impacts sur le soldat qui combat? Des impacts sur le soldat qui combat, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui je n'ai même pas envie de penser aux soldats qui combattent, mais plutôt aux victimes. Plutôt aux victimes. Oui, qui sont victimes de ces exactions, de ces comportements. Et les conséquences sont d'ordre physique, psychologique et social. Oui. Physique, je viens de les évoquer, avec, je pourrais ajouter les grossesses non désirées. Parce que lorsque on vous viole et qu'il en ressort que vous êtes enceinte et que vous devez et que vous gardez l'enfant, est-ce que ces femmes arrivent à s'attacher à ces enfants-là? Et quel est l'avenir de ces enfants issus de viols Alors, dans l'est de la RDC, notamment à Goma, ça fait quand même une trentaine d'années que les femmes subissent ça. Oui. Et en cas de grossesse non désirée, comment ont-elles fait pour certaines, est-ce qu'elles ont choisi l'avortement? Est-ce qu'elles ont choisi? Quel a été l'accompagnement dans ce cas-là? Alors, c'est l'un des rares cas où est permis l'avortement. Donc, lorsque il y a les cas de viol, inceste, ou lorsque la femme est déficiente mentalement. Mais dans les faits, l'avortement est très peu pratiqué. L'avortement est très peu pratiqué. Et donc, en général, les femmes, elles gardent leur grossesse Elles gardent non seulement leur grossesse, mais aussi, c'est triste à dire, mais les stigmates du viol qui a été commis. Ouais. Et puis, il faut élever cet enfant et lui expliquer un peu son histoire. Oui, je présume qu'il y en a plusieurs d'enfants nés dans cette condition. Effectivement. Oui. Alors, on va parler du cadre juridique et de la lutte contre l'impunité, justement, des personnes, des agresseurs. Et donc, Maître, quelle est la législation congolaise par rapport à cela? Alors, on va commencer par la hiérarchie des normes, qui est la Constitution. Oui. L'article 15 de la Constitution de 2006, qui indique que les violences sexuelles sont un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Oui. Ensuite, vous avez le code pénal qui réprime naturellement le viol et les violences sexuelles de manière générale. Il y a eu une loi modifiant justement, apportant des éléments d'infraction nouvelles afin d'augmenter le quantum des peines, particulièrement en cas de viol et de violences sexuelles. Alors, quelles sont les principales difficultés que les femmes peuvent rencontrer pour porter plainte quand on se trouve dans une zone de conflit? Comme je parle de Goma parce que c'est la plus grande ville dans l'est de la RDC. Vous allez avoir le risque de représailles et de témoignages. Les gens ont peur, très clairement, de témoigner, parce qu'après, il y a des représailles. Mais avant même de pouvoir témoigner et risquer des représailles, il faudrait avoir un accès déjà à la justice, connaître les mécanismes judiciaires de saisine des juridictions
Et là, le bas blesse, puisqu'on se rend compte que la plupart de ces femmes n'ont pas d'accès et ne connaissent pas tout simplement comment faire valoir leurs droits et leur qualité de victime. Oui. Et donc, l'accès aux droits, je présume que c'est compliqué dans les zones de conflit? C'est très compliqué dans les zones de conflit parce que les gens se déplacent souvent. Les gens se déplacent souvent. Donc, il faut vraiment aller au contact des victimes, déjà, et voir avec elles comment elles peuvent déjà parler, extérioriser ce dont elles sont victimes et ce qu'elles ont vécu. Et donc, Maître, on présume que l'impunité, on présume que les crimes restent impunis. Et donc, que fait le gouvernement congolais dans ce cas-là? Alors, l'impunité, déjà l'impunité, effectivement, puisqu'il y a une difficulté à identifier les auteurs des crimes et à les présenter devant la justice afin qu'ils soient jugés. Oui. Concernant le gouvernement, le président de la République, je pense qu'il faut le souligner, est quand même un homme de parole, puisqu'il a dit qu'il ferait de son mandat des violences faites aux femmes une priorité nationale. Oui. Et effectivement, il y a eu plusieurs initiatives, plusieurs choses qui ont été mises en place afin de garantir justement la protection de ces femmes. La protection de ces femmes. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que dans les zones de conflit, il n'y a pas seulement les femmes qui subissent des violences, il y a également des mineurs, mais également des enfants soldats, Maître, des enfants mineurs qu'on embrigade dans les combats. Ça sera l'objet de notre émission. J'espère que je vous inviterai, que vous serez disponible avec plaisir pour en parler. Mais pour l'instant, Maître, puisqu'on parle de mobilisation internationale, on parle de sanctions pénales, quel rôle peut jouer la Cour pénale internationale ? Alors, la Cour pénale internationale, ce qu'il faut savoir, donc c'est une juridiction internationale située à La Haye, aux Pays-Bas. Elle est complémentaire avec les juridictions qui sont présentes en RDC. La difficulté avec la Cour pénale internationale, c'est qu'elle est compétente que pour les crimes commis à compter du 1er juillet 2002. Alors que comme vous l'aviez très justement précisé, ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans, donc c'est 3 décennies de crimes qui ont été commis. Alors Maître, vous et nous, on était des très petites filles. C'est ça. Oui. Donc ça fait 30 ans, plus de 30 ans. Donc que fait-on de ces personnes entre 1994 et 2002 Que fait-on de ces victimes et surtout de ces auteurs ? Comment on les traduit ? Là, ça échappe à la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, ce qui est bien de préciser, c'est que la République démocratique du Congo, donc en 2002, il y a la Cour pénale internationale qui est créée, et dès 2004, va donner les premiers cas à la Cour pénale internationale pour qu'ils soient jugés. Donc il y a vraiment une complémentarité. Et c'est toujours les mêmes acteurs qui agressent les populations ou c'est de part et d'autre, même l'armée congolaise? Alors, il y a eu des accusations aussi portées contre l'armée congolaise, je ne vous le cache pas. Et comme en Centrafrique d'ailleurs. C'est un secret pour personne. Il y a eu des accusations, effectivement. Oui. Donc, que ce soit des armées extérieures, dont dernièrement le M23, encouragé par le Rwanda. Encouragé par le Rwanda. Alors, la femme reste toujours victime, Maître, dans ces situations. Quelle est la prise en charge de ces victimes? Quel accompagnement? Alors, l'accompagnement, il y a eu une évolution, puisque l'État congolais s'était engagé avec les Nations Unies, donc ils ont signé un addendum en 2019, à permettre un accès aux victimes à la réparation, mais surtout de créer une loi instaurant un fonds de garantie. Donc ça, c'est fait, c'est effectif. Depuis le mois de décembre 2022, vous avez le FONAREV qui est chargé de la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit. Donc c'est elle qui va rechercher un peu à identifier les victimes. Mais l'accompagnement, ce n'est pas seulement la réparation. Il y a aussi tout l'aspect psychologique. D'accord. Et ils accompagnent aussi psychologiquement ces femmes à se reconstruire, à se rebâtir. Et il y a vraiment des choses expérimentales qui sont mises en place pour la réparation, pour savoir quelle va être la réparation adéquate pour ces femmes. C'est encore embryonnaire, mais c'est à saluer.
C'est à saluer. Maître, actuellement, on assiste à des tentatives de signature d'accords pour des cessez-le-feu. Oui. Que vont devenir ces femmes-là? Il y aura un cessez-le-feu, oui. Mais que vont devenir ces femmes? Est-ce qu'elles auront accès effectivement à tous ces dispositifs que vous venez de présenter? Mais justement, dans le cadre donc, de tout cet élan en faveur des femmes, il y a ce qu'on appelle en RDC la justice transitionnelle, qui est basée sur 4 piliers, donc la vérité, la justice, la réparation et les garanties de non-répétition. De garantie de non-répétition. De non-répétition, parce qu'effectivement, il faut pouvoir garantir à une personne que ce qui lui est arrivé n'arrivera plus jamais. Et ça, c'est le fruit d'un long processus et de réformes, de mise en place institutionnelle. Et justement, dans tout ce cadre-là, vous allez avoir, et je l'espère, le développement, je l'espère, d'une justice spécialisée pour traiter de ces cas, parce que pour le moment, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de cour spécialisée pour traiter de ces cas. Et donc, maître, on parle de réparation de la femme sans mentionner le docteur Denis Mukwege, celui qui répare les femmes, prix Nobel de la paix. Est-ce qu'au niveau de la RDC, il y a toujours cette forte implication du professeur, du docteur à Goma? Je pense qu'il a un hôpital. Il avait déjà construit des établissements hospitaliers. Alors, je ne connais pas, je ne sais pas s'il est toujours impliqué sur place, mais dans l'espace international, sa voix, elle porte toujours. Sa voix porte toujours. Oh, oui, sa voix, elle porte toujours. D'ailleurs, il était candidat aux dernières élections, donc oui. Il est très impliqué dans tout ce qui concerne le pays. Et c'est vraiment l'un aussi des personnages phares de la RDC, puisqu'il a fait connaître aussi au monde entier ce qui se passait et des conséquences que pouvait avoir la cruauté dans la commission de ces violences sexuelles envers les femmes et les enfants. C'est lui qui a montré au monde entier ce que les femmes vivaient en RDC, même bien avant, plusieurs années avant. Et donc, y a-t-il suffisamment de structures? Évidemment, on parle du docteur Mukwege. Hormis le docteur Mukwege, est-ce qu'il y a suffisamment de structures d'accueil en RDC, d'accompagnement pour ces femmes? J'ai envie de vous dire qu'il n'y en aura jamais assez. Ouais. Compte tenu ça, c'est pas une bonne réponse, maître. Si on n'a pas toujours assez, ça veut dire que les actions continuent. Malheureusement. Ouais. Malheureusement. Donc, il y a tellement de victimes que là, les structures existantes ne sont pas suffisantes. Oui. Mais elles sont présentes. Oui. Mais je pense qu'il y a toujours un élan pour multiplier ces structures et surtout qu'il y ait un accompagnement à la fois psychologique, mais aussi pour se reconstruire, pour permettre à ces femmes peut-être de trouver une petite activité aussi, de permettre à ces femmes de ne plus penser par exemple aux frais de scolarité de leurs enfants, d'aller de l'avant, parce que quand vous êtes victime de violences sexuelles et de viols, vous ne pouvez plus vous projeter dans l'avenir. On vous brise totalement en tant qu'individu. Alors, pourquoi en RDC, je sais qu'au Soudan, le viol est utilisé comme une arme pour éradiquer les ethnies. Et pourquoi on pratiquerait cette arme-là en RDC? Alors, faudrait poser la question à ceux qui sont auteurs et qui se rendent coupables de tels crimes. Mais ce que je constate, en tout cas, quand on parle de génocide, le génocide, c'est l'extermination intentionnelle d'un groupe national, ethnique ou religieux. Et ça fait quand même 30 ans. Pensez-vous qu'on parlerait de génocide Moi, j'ai pas peur de dire qu'on est dans le cas de... Peut-être pas pour les femmes particulièrement, mais pour la population congolaise, puisqu'il y a des millions de morts depuis 30 ans. Et les agresseurs sont connus. Donc pour moi, il y a une stratégie savamment pensée pour déstabiliser le pays. Puisqu'on s'attaque aux femmes, donc on s'attaque aux naissances, forcément. S'attaquer aux femmes, c'est s'attaquer à l'avenir, puisque la femme, c'est celle qui donne la vie. Donc quand vous supprimez, quand vous vous en prenez à une femme, c'est aussi au pays et à l'avenir du pays que vous touchez.
C'est aussi à l'avenir du pays que les agresseurs touchent à leur maître. Vous nous avez présenté ce que l'État congolais est en train de mettre comme dispositif pour accompagner les victimes. Oui. Et au niveau international, est-ce qu'il y a des ONG présentes sur le terrain et que font ces ONG? Alors, bien évidemment, oui, il y a des ONG qui sont présentes. Et les ONG, elles ont commencé tout ce qui est identification des victimes, bien avant que ce soit effectif dans des lois. Les ONG ont eu ce mérite de commencer l'identification des victimes. L'identification des victimes. Oui. Et à échanger aussi avec les victimes. Et à échanger avec les victimes sur leurs agresseurs, sur leurs ressentis. Et sur la suite dans leur famille, parce que il y a des femmes qui sont répudiées. Il y a des femmes qui sont répudiées par leur mari. Oui, parce qu'elles ont été violées collectivement par plusieurs hommes, oui. Publiquement. Et elles ont été répudiées par elles ont été répudiées parce que leur mari n'a pas supporté. Double peine alors pour c'est la double peine. Et que fait l'État par rapport à ces femmes ou pour accompagner aussi ces maris qui aussi subissent des chocs psychologiques en voyant leurs femmes comme ça, mais jusqu'à les répudier? Est-ce qu'il n'y aurait pas un accompagnement pour leur expliquer que répudier une femme violée, ce n'est pas la chose à faire? Alors, un accompagnement psychologique, peut-être pas, mais on serait plus sur une sensibilisation. Sensibilisation. Et de l'éducation. Pour ces hommes. Ça commencerait dans la base, une base d'enfants. Ouais. Voilà. Et pour qu'ils puissent grandir avec certains. Pourquoi répudier une femme violée? Qu'est-ce qu'ils pensent de cette femme? C'est une forme de stigmatisation, parce que ça renvoie en fait un peu à l'idée pour la victime que l'opprobre et l'humiliation est du côté de la victime et non des agresseurs. C'est une manière aussi de dire à la victime ce qui s'est passé, c'est peut-être de ta faute. C'est ça aussi. Il faut voir tout ça dans la répudiation. Et puis, il y a le sentiment de honte. On a touché ma femme. La suite est, dans les cas vraiment les plus graves, elle est enceinte. Et dans les cas encore plus graves, elle a le VIH ou le sida maintenant. Oui. Puisqu'il y a des viols qui sont commis. Et autres maladies sexuellement transmissibles. Oui. Oui. Il y a des viols qui sont commis sciemment en vue de transmettre des maladies. En vue de transmettre des maladies, comme une arme. C'est une arme de destruction. Une arme de destruction, je peux dire, massive. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord, oui. Oui. Et donc, Maître, quelle réforme pour accompagner au niveau de la RDC? Quelles réformes légales ou institutionnelles devaient être mises en place pour améliorer cette situation? Alors, des réformes, je pense à... Parce que moi, je suis technicienne du droit. Oui. Donc, je ne fais pas de politique. Donc, moi, je parle vraiment... En tant que technicienne en tant que technicienne du droit, je pense qu'une juridiction spécialisée serait vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la RDC, vous avez un système judiciaire, donc un système au civil qui traite des cas civils et des infractions pénales. Et vous avez les tribunaux militaires qui sont justement compétents pour traiter des crimes en droit international. Le problème, c'est que lorsqu'une victime, par exemple, va dire j'ai été victime de viol et c'est un soldat de l'armée régulière qui m'a agressé, on se retrouve dans une situation où le tribunal militaire peut être à la fois juge et partie. Oui. Et ça pose des difficultés parce que vous avez les soldats qui vont, les officiers qui vont en quelque sorte défendre les soldats qui sont sous leur commandement, et vous avez les hauts responsables aussi qui sont aussi préservés. Ouais. Donc il faudrait peut-être garantir pour les victimes l'indépendance de la juridiction, mais aussi leur garantir aussi que si elles introduisent un recours, que ça va servir à quelque chose, qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêts, qu'il n'y aura pas de parti pris. Et ça passe forcément par la mise en place d'une juridiction que je peux appeler hybride, qui pourrait traiter des cas de crimes de droit international avec des nationaux et avec des personnes étrangères ou de la diaspora, peu importe. Si on veut être sûr qu'il n'y ait pas de barrière de la langue, etc.
afin de pouvoir enquêter sur ces crimes, mais également de juger les auteurs de ces crimes et assurer que les jugements soient exécutés effectivement, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. N'est-ce pas une utopie, Maître Chambaud, ce que vous venez de décrire là? Une utopie? Non, je pense que c'est une poursuite dans toute société démocratique. D'accord. C'est une poursuite dans toute société démocratique. Après, c'est vrai que c'est vrai que la situation est urgente, mais je trouve que les gens sont très pressés. Et il ne faut pas confondre efficacité et précipitation. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de la France. La France n'a adopté qu'en 2019 une loi interdisant les violences sur les enfants, donc les traitements éducatifs contre les enfants, mais ça ne date que de 2019. Oui. Donc il y a certaines choses qui mettent du temps. Et prendre une loi pour prendre une loi, ça ne sert à rien, puisque une loi qui n'est pas appliquée, elle ne sert à rien. Une loi, elle devient intéressante et importante quand elle devient une norme sociale, quand la société l'a imprégnée et l'a intégrée. Oui. Et ça, c'est tout un processus. Parce que la société a accès à ce dispositif. Il faut justement que la société puisse avoir accès à ces dispositifs. Il faut que la loi, on puisse la comprendre, mais aussi qu'on puisse l'intégrer. Oui. Et il y a en fait beaucoup de choses à construire et à revoir, mais il faut aller par étapes. D'accord. Donc une grande place est laissée à la sensibilisation, Maître. Oui. Voilà. Maître Chambaud, je vous dis merci beaucoup pour être venu nous parler des violences sur les femmes en RDC à Goma. On n'en parle pas souvent. Oui. Et donc, merci beaucoup pour votre intervention, alors que vous êtes très occupée. Je sais que vous repartez bientôt pour... Oui, je file. Vous allez filer. C'est ça. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous avons une pensée très profonde pour les femmes en RDC et pas seulement, partout en Afrique où les conflits armés s'y déroulent actuellement. Donc, nous lançons un appel aux gouvernants, au gouvernement, à tous les acteurs de la société civile pour un regard sur les femmes violées. Et donc, merci encore une fois pour avoir suivi cette émission et à une très prochaine fois. Avec vous, avec plaisir. Au revoir.